Donc voici en direct du Salon des maires au stand G39 qui est celui de l'enseignement catholique. Nous sommes avec son secrétaire général Pascal Balmand. Bonjour Pascal Balmand. Bonsoir. Merci d'être là. Expliquez-nous les raisons de la présence de l'enseignement catholique, présence à laquelle, si j'ai bien compris, vous tenez fort, la présence de ce stand lors du Salon des maires. Alors, je pourrais vous dire qu'on a plein de choses à vendre, ou bien qu'on a plein de cadeaux publicitaires à distribuer. Malheureusement, ce n'est ni le premier cas, ni le second. Plus sérieusement, sans me lancer dans les grands discours, mais en rappelant des évidences simples, l'école catholique est un acteur des territoires, est un partenaire des collectivités territoriales. Elle est associée au service public d'éducation. Elle est en constant dialogue avec les élus locaux. Donc ça fait mille et une raisons qui justifient, me semble-t-il, le fait que nous soyons là. Pas du tout dans une logique de vitrine. Encore une fois, on n'a rien à vendre, on n'a rien à défendre non plus, mais simplement pour marquer notre attachement à tout ce qui illustre l'engagement des élus, à tout ce qui illustre la vitalité des territoires, et notre souhait de contribuer là où nous sommes, à notre place à nous, à la vitalité de ces territoires. Lié au territoire, c'est-à-dire nécessairement lié aussi à des territoires qui se transforment, qui évoluent, où démographiquement les données ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a quelques années. Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter ? Il faut s'adapter en permanence. On devrait s'adapter en permanence. L'enseignement catholique s'y efforce. En même temps, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des questions patrimoniales. Et puis, plus importante que les questions patrimoniales, il y a des questions de personnes. On ne déplace pas les gens comme des pions, Dieu merci, d'une certaine manière. Donc, il y a toujours une forme de temps de décalage chronologique entre l'évolution du peuplement, de l'économie, des besoins éducatifs, et puis la manière dont nous nous efforçons d'y répondre. Mais nous travaillons à réduire ce décalage chronologique le plus possible, tout en veillant, parce que le piège serait de se dire, eh bien, voilà, on est dans une logique de pure rationalité et on implante l'enseignement catholique là où sont les besoins majoritaires. Ça peut se tenir, ça présente une certaine cohérence, à ceci près que rien ne permet de considérer que tel enfant ou tel jeune, dans tel espace, aurait plus de prix ou plus de valeur à nos yeux que tel autre enfant ou tel autre jeune dans un autre espace. Donc il nous faut nous développer là où le peuplement se développe, parce que c'est là que sont les besoins, et en même temps nous maintenir un maillage territorial de proximité le plus dense possible, parce qu'encore une fois, nous ne souhaitons laisser personne sur le bord de la route. Quand on vous lit, Monsieur Balmand, c'est le terme de responsabilité qui revient de manière très très régulière dans votre discours. Double responsabilité, celle de l'enseignement catholique vis-à-vis des familles qui lui font confiance et celle que l'État doit avoir à votre égard. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces deux aspects, cette double responsabilité ? Je crois que un premier élément de réponse se trouve du côté du principe garanti par la Constitution de liberté de choix des familles. Ce principe de liberté de choix des familles, nous y tenons, pas du tout pour défendre je ne sais quel précaré, mais parce qu'il y a là, sur le plan politique et sur le plan anthropologique, un pilier qui nous semble absolument essentiel. La contrepartie de ce pilier, elle est double. Pour les pouvoirs publics, c'est de nous donner les moyens d'incarner cette liberté de choix des familles. Je ne demande pas de cadeau, mais je demande simplement que la loi soit appliquée et soit pleinement respectée. Et puis pour nous qui bénéficions du concours des collectivités territoriales, à quelque échelle que ce soit, eh bien pour nous, d'honorer la confiance qui nous est faite, la double confiance qui nous est faite, celle des familles qui nous confient leurs enfants et celle des pouvoirs publics qui nous considèrent comme un acteur à part entière du service d'éducation. Donc c'est une responsabilité qui appelle tous les acteurs de l'enseignement catholique à s'engager de leur mieux, parce qu'encore une fois, la confiance qui nous est faite, elle est double, et c'est une charge qui nous revient d'honorer. Quels sont les sujets de préoccupation du secrétaire général de l'enseignement catholique à l'heure où nous parlons ? Il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais ? Il n'y en a jamais. Non, plus sérieusement, un petit peu la question que j'évoquais tout à l'heure. On est en train de lancer tous les établissements d'enseignement catholique sur tout le territoire national, pas seulement métropolitain, dans une démarche de prospective partagée, de prospective concertée.
pas la prospective de chaque établissement pour lui tout seul, mais dans une logique de partage et de construction à toutes les échelles territoriales d'une vision de l'avenir. Parce qu'on voit bien, c'est vous-même qui l'évoquiez il y a quelques instants, on voit bien comment les paramètres de notre environnement évoluent, pas toujours dans le sens que nous souhaiterions, mais enfin c'est ainsi, il nous faut faire avec. Et l'enjeu pour nous, c'est encore une fois de maintenir une présence de proximité et un maillage, tout en développant le plus possible notre présence, là où la démographie ou les besoins éducatifs vont en explosant parfois. On pense toujours dans ces cas-là au territoire, par exemple, des grandes métropoles urbaines. Bien sûr, c'est le cas, mais moi je rappelle toujours qu'il ne faut pas oublier l'outre-mer. Quand je vais en Guyane, par exemple, il y a un besoin éducatif, où on pourrait parler de Mayotte de la même manière, il y a dans ces territoires des besoins éducatifs qui littéralement relèvent de l'explosion. Et le système scolaire français, et singulièrement l'école catholique, se doit de répondre à ces besoins qui explosent. Ça veut dire que de manière très pragmatique, vous devez en permanence de regarder un établissement en vous disant celui-là, il faut le développer, celui-là, il faut le maintenir juste, et celui-là, peut-être qu'il faudrait penser à ne pas le maintenir. Alors oui, tout à fait, mais surtout pas dans une pure et simple logique de rationalité économique. La tentation pourrait être de se dire, là, il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de, entre guillemets, recettes, le seuil de viabilité économique est dépassé, on ferme. Pour moi, ce n'est pas un critère pertinent, c'est un paramètre à prendre en compte, mais ce n'est pas un critère déterminant. Le critère déterminant, c'est vraiment celui de l'utilité d'un établissement. Est-ce que cet établissement, nous considérons de manière collégiale qu'il apporte un service là où il est, même s'il n'y a pas beaucoup d'enfants ou pas beaucoup de jeunes, même si les critères de viabilité économique ne sont pas respectés, si nous considérons qu'il apporte un véritable service au territoire, aux familles, aux enfants, aux jeunes, alors il nous faut mettre en œuvre des mécanismes de solidarité pour le maintenir en l'état. Quel type de relation avec Jean-Michel Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale? Des relations de travail parfaitement normales et usuelles, comme je les ai eues d'ailleurs avec ses prédécesseurs. Le fait qu'il soit un ancien élève de l'enseignement catholique, ça compte? C'est à lui qu'il faudrait poser la question, c'est pas à moi. Très franchement, je pense pas, non. Je n'ai pas le sentiment. En revanche, ce qui est clair, c'est que ce ministre s'intéresse à ce que nous faisons et en particulier suit de près, enfin je ne veux pas parler en son nom et j'espère ne pas le trahir, mais Jean-Michel Blanquer suit de près tout ce en quoi l'enseignement catholique est porteur d'une capacité d'initiative et d'innovation qui pourrait éventuellement servir à d'autres que lui-même. La clé de répartition 80-20, s'agissant des emplois dans le privé et dans le public, elle peut évoluer, elle devrait évoluer? Elle peut évoluer dans la mesure où elle n'est pas gravée dans le marbre. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un texte réglementaire ou législatif, oui. Il s'agit d'un usage que nous avons nous-mêmes fini par accepter dans les années 90. Mais voilà, les usages ne sont pas faits pour durer des siècles. Il n'y a pas de bail amphithéotique avec le 80-20. En même temps, en disant cela, j'ai bien conscience du fait qu'il y a des équilibres politiques et symboliques qui se sont installés avec le temps et qu'il pourrait être imprudent de prétendre les remettre en cause de manière unilatérale. Je ne suis pas du tout dans une logique de guerre scolaire, je suis encore une fois dans une logique de participation à l'action éducative de la nation. Il me semble surtout que là où le 80-20 aujourd'hui atteint ses limites, c'est lorsqu'on le décline territoire par territoire. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est la possibilité, en fonction des réalités de chaque territoire académique, de rester dans le 80-20 ou pourquoi pas d'en sortir si tel est l'état de la demande, en particulier le fait que, je suis témoin du fait que dans telle ou telle académie, même sous la torture, je ne vous dirai pas lesquelles, mais je vous assure que je n'invente pas, dans telle ou telle académie, depuis 2 ou 3 ans, ce sont les recteurs eux-mêmes qui réclament à leur ministère de tutelle davantage de moyens pour les établissements de l'enseignement catholique, parce que les établissements de l'enseignement public, à eux seuls, ne suffisent plus à répondre à la demande. D'une certaine manière, on se trouve exactement dans la même configuration que celle qui avait prévalu à la rédaction de la loi Debré en 1959. Pas à l'échelle nationale, c'est la raison pour laquelle je ne remets pas en cause le 80-20 à l'échelle nationale. En revanche, il y a localement des situations qui méritent qu'on reconsidère la question. L'obligation d'instruction à 3 ans plutôt qu'à 6, ça pose quel type de problème? C'est un bien en soi, j'imagine, vous le considérez comme tel, mais ça pose des problèmes, j'imagine, d'organisation, voire des problèmes plus bassement matériels qui sont des problèmes d'ordre financier et de dotation.
Alors c'est un bien en soi, oui, tout en rappelant que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et qu'il faut respecter leur liberté de choix. Mais en même temps, je considère que c'est un bien en soi dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, les 2 à 3%, c'est pas beaucoup, hein, les 2 à 3% d'enfants qui ne sont pas scolarisés à l'âge de 3 ou 4 ans relèvent très majoritairement des milieux socioculturels les plus défavorisés. Donc, pour ces enfants-là, oui, je considère que l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans constitue une mesure positive. En ce qui nous concerne, ça ne pose aucun problème particulier, d'autant plus que dans la plupart des cas, nos écoles accueillent déjà en proportion très considérable ce qu'on appelle les tout-petits, enfin les tout-petits maternelles. Hein, bon. Donc ça ne va pas modifier radicalement le cours des choses en ce qui concerne notre mode de fonctionnement, notre immobilier, nos équipes pédagogiques, nos pratiques. Là où bien sûr cela introduit un élément nouveau, c'est dans ce qui sera demain l'obligation pour les collectivités territoriales, en l'occurrence pour les communes, l'obligation dans le cadre de la loi Debré de concourir par le biais du forfait au financement de cette scolarité obligatoire à partir de 3 ans. En même temps, toutes les enquêtes que nous menons depuis l'annonce du président de la République en la matière, toutes ces enquêtes montrent très clairement, et on est en dialogue avec le ministère de l'Éducation nationale à ce sujet, montrent très clairement que dans la majeure partie des cas, les communes concernées participent déjà par le forfait au financement des classes maternelles. Donc ça ne va pas révolutionner les choses pour les communes concernées, en tout cas pas pour la plupart d'entre elles. J'entendais l'autre jour un responsable socialiste, je crois que c'était Benoît Hamon, se plaindre d'une certaine manière de ce que les obligations du privé en matière de mixité sociale ne soient pas suffisantes. Qu'est-ce que vous, non pas lui répondez personnellement, mais qu'est-ce que vous pensez de cet avis ou de cette injonction peut-être est-ce qu'il y a encore de grandes disparités, alors même que certaines études semblent dire que l'enseignement catholique serait plutôt exemplaire en la matière? Alors, ni exemplaire, ni à clouer au pilori. En réalité, sur ces questions d'accueil de tous et de mixité sociale et scolaire, les réalités varient infiniment d'un établissement à l'autre et d'un territoire à l'autre. Dans certaines régions, dans certaines académies, on pourrait citer l'agglomération lilloise, on pourrait citer la Bretagne ou les Pays de la Loire, on pourrait citer l'académie de Besançon. Enfin, dans un certain nombre de territoires, la population scolaire de nos établissements correspond très exactement, à la décimale près, au profil sociologique ou social de la population globale du territoire. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucune question de mixité qui se pose. En d'autres lieux, pour des raisons historiques, on pourrait évoquer le cas bien souvent, à mes yeux, un peu trop souvent mis en avant par certains de vos collègues de Paris Intramuros. Dans d'autres lieux, nous savons pertinemment que oui, l'enseignement catholique, à son corps défendant, participe à une certaine forme de ségrégation sociale. Ça n'est pas satisfaisant, mais il faut bien avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc voilà, il n'y a pas de réponse univoque à cet élément de question. Ensuite, concernant Benoît Hamon, s'il exprime une opinion, elle est parfaitement respectable. S'il exprime une injonction, elle est évidemment irrecevable. Je crois que ce n'est pas par l'injonction, y compris pour l'enseignement public d'ailleurs, que l'on progresse en matière de mixité sociale, c'est par la pédagogie et par le dialogue. Certaines expériences, je pense à l'enseignement public ici, hein, certaines expériences menées un peu trop, me semble-t-il, à la hache, de manière abrupte, en forçant la main des parents et des équipes pédagogiques, se sont soldées par des échecs, par des fiascos. A l'inverse, ce qui fait ses preuves, ce sont toutes les stratégies plus lentes, du petit pas, qui, via la concertation, le dialogue et l'explication, parce que l'école a besoin d'expliquer aux parents ce qu'elle fait, l'école publique comme l'école catholique, eh bien, en se donnant les moyens d'expliquer, de dialoguer, de prendre le temps, alors on arrive à faire comprendre que oui, plus de mixité est un atout pour tous les enfants, ceux qui sont à leur aise à l'école comme ceux qui sont moins à leur aise. Donc, pour répondre très concrètement à votre question, il n'y a pas besoin de contraindre l'enseignement catholique à avancer sur ce chemin. Il a conscience de ce qu'il fait de beau et de bon en la matière. Il a aussi conscience des progrès qu'il a à faire et il s'y emploie. On recevait tout à l'heure, ce sera ma dernière question, on recevait tout à l'heure le maire socialiste de Bourg-en-Bresse qui est venu nous apporter un témoignage, participer à ce débat. Il nous a dit à un moment donné que les querelles de principe entre le privé et le public étaient derrière nous. Est-ce que vous êtes de cet avis et comment faire en sorte que
ces querelles ne revivent pas un jour? Qu'est-ce qui pourrait les faire revivre? Qu'est-ce qu'il faut donc éviter? Alors, est-ce que les querelles sont derrière nous? Je l'espère et je le pense. Et en même temps, je demeure prudent parce que l'histoire démontre qu'un rien pourrait éventuellement les faire ressurgir ou que parfois d'aucuns pourraient estimer avoir intérêt à les faire ressurgir. Donc il faut toujours rester prudent. En même temps, s'il n'y a pas de querelle idéologique, il peut y avoir pas des divergences, mais des modes de fonctionnement différents qui posent question, voire qui posent problème. Je pointe ici la manière dont certaines administrations rectorales ont l'habitude d'administrer précisément les établissements publics et considèrent, sans mauvaise volonté, mais par méconnaissance de ce que nous sommes, considèrent qu'elles pourraient, voire qu'elles devraient nous appliquer les mêmes modes de fonctionnement. Et ça, c'est pour nous inacceptable. Parce que ce qui fait la raison d'être de l'enseignement catholique, c'est précisément un mode de fonctionnement spécifique au nom d'un projet éducatif particulier. Donc, être administré par quelque autorité publique que ce soit, ça n'est pas satisfaisant parce que ça ne respecte pas ce qui fait, encore une fois, notre raison d'être. Complémentaire mais indépendant. Complémentaire, oui. Indépendant, pas au sens de nous n'avons pas de compte à rendre. Nous travaillons en dialogue et en concertation, mais dans le respect de ce que la loi appelle notre caractère propre. Merci Pascal Balment. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure pour un autre débat qui sera celui de la fin de cette journée. Je vous remercie de votre attention. À tout à l'heure donc pour ce rendez-vous.